crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. On va rentrer dans le but du sujet. Bien entendu, quand j'ai vu le film, j'ai pensé à un film, un autre. Donc si je te parle de Conversation secrète, ça te dit quoi? Voilà. Pourquoi ça m'a fait penser à Conversation secrète? Voilà. Le son, évidemment, joue un rôle central dans Conversation secrète. C'est vraiment moi, c'est un film qui m'avait vraiment énormément marqué, adolescent. Il y a une ambiance très Pakula, en fait, parce que c'est vraiment un film paranoïaque, typiquement des années 70. Ouais. En plus, je trouve que le film est fascinant parce que il mêle à la fois une étude de caractère, puisqu'on est vraiment sur ce personnage d'Harry Cole, interprété par Gene Hackman pendant une grande première partie du film. Et ensuite, la deuxième partie du film bascule dans quelque chose de plus Hitchcockien, où on est vraiment dans le thriller. Et c'est marrant comment le film joue sur ces deux genres presque. Et évidemment, il y a ce personnage qui est complètement obsessionnel avec un enregistrement. Et ça m'avait vraiment, c'est vrai, fasciné adolescent. Mais pour Boîte Noire, finalement, je n'avais pas eu envie. Et on peut citer d'autres films comme Blowout de Brian De Palma, forcément, qui est aussi un très grand film. Sur le cinéma, en fait, aussi d'une certaine manière, sur le son, puisque c'est l'histoire d'un ingé son interprété. C'est même une réflexion sur la mise en scène, quoi. C'est une réflexion sur la mise en scène, voilà. Donc c'était vraiment évidemment des références, mais tellement écrasantes que je n'ai pas voulu revoir ces deux films, parce que je crois que je les avais vraiment tellement en tête depuis pas mal de temps. Enfin voilà, donc. Je pense que tu as dû les digérer, quoi, déjà. Voilà, et je voulais plutôt moi me focaliser vraiment sur le monde de l'aéronautique, de l'aviation civile, parce que je pensais qu'en étant le plus documenté, je crois que ça allait apporter une identité forte au film et j'avoue que moi, en tant que spectateur, j'aime énormément les films qui plongent le spectateur dans un univers méconnu, quoi. On découvre les coulisses d'un monde assez mystérieux, un peu opaque. Et ça, c'était vraiment en fait le déclic, ma première envie quand j'ai commencé à m'atteler au projet. Et donc justement, le projet qui commence comme ça, donc toi, ça te fait absolument pas peur de t'atteler à quelque chose dont tu ne maîtrises absolument pas les... Enfin, je parle au début, hein. Oui, non, mais non, j'étais très naïf. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, mais tout à fait. T'es pas fils d'aviateur. Non, je connaissais rien à ce monde-là. J'étais fasciné par cet univers depuis toujours. Okay. Je suis assez anxieux, moi, en avion. L'avion, ça me fait peur. Je suis assez angoissé et en même temps, ça me fascine parce que je trouve que c'est assez beau, un avion, c'est très cinégénique. Et puis, c'est un monde de technologie aussi. C'est assez... le cockpit d'un avion, c'est... Ce tableau de bord, surtout ça, aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On va vers une sophistication de plus en plus forte. Hein. Donc tout ça, et à la fois, je crois que j'avais envie de filmer aussi ce qui me fait peur, en fait. Et en même temps, je trouve que c'est très beau à filmer. Et puis il y avait l'idée aussi des boîtes noires. Quand il y a des crashs, les journaux nous parlent sans cesse de ces boîtes noires et on ne sait jamais vraiment à quelle réalité. À quoi ça ressemble, à quoi ça correspond. Alors en plus, elles ne sont pas noires, elles sont oranges, parfois avec des bandes réfléchissantes pour qu'elles soient tout de suite visibles en fait, sur le site d'un crash, parmi les débris. Mais tu t'es rencardé, je présume, dans tes recherches, pourquoi ça s'appelle boîte noire? Alors il y a plusieurs, je crois que les gens ne sont pas tout à fait d'accord, mais j'ai cru comprendre, il y avait une hypothèse qui était que je crois que les premiers enregistreurs de vol dans les années 30, en fait, les indications de vol étaient enregistrées sur une pellicule photosensible qui était enfermée dans une chambre noire, dans une boîte noire. Et depuis, alors aujourd'hui c'est des cartes, hein, évidemment SD, bien sûr. Tout est numérisé, tout est numérique. Donc, mais cette idée-là, du coup, d'où le mot. Le terme noire. Boîte noire, voilà. Qui aujourd'hui est devenu quelque chose de réfléchissant, orangé, qui est hyper résistant au choc, au feu, peut rester aussi immergé très longtemps. On a vu ce qui s'était passé lors du crash du Paris-Rio. Hein. Oui. On a mis 2 ans à retrouver les boîtes noires. Elles sont restées 2 ans au fin fond de l'océan. Donc quand on les a repêchées, on n'était pas certain qu'elles soient exploitables. Et heureusement, elles l'étaient, ce qui était incroyable quand même, techniquement, de se dire on a pu retrouver les données de vol et l'enregistrement du cockpit au moment du drame. Et si j'ai bien compris, les boîtes noires
Parce que je crois qu'il y en a deux, non? Alors c'est oui, ça oui, alors Et il y a- ils sont toujours à l'arrière de l'appareil. Alors, la plupart du temps, elles sont localisées à l'arrière de l'appareil parce qu'on estime que c'est l'endroit, la queue de l'avion qui est le moins endommagé, entre guillemets, quand il y a un crash, puisque c'est plutôt Donc, c'est là où il faut s'asseoir, quoi. Donc en fait, voilà, je vous donne une piste. Il vaut mieux être derrière voilà, lors d'un vol, effectivement. Et donc, Et il y a deux boîtes noires. voilà, c'est ça. Tu ce montres que- bien ça dans le film aussi, ouais. Voilà, il y a deux boîtes noires. Il y en a une qui est le FDR, le Flight Data Recorder, qui enregistre en fait tous les paramètres de vol. Et puis on a le CVR qui est vraiment, alors du coup la boîte noire qui est centrale dans le film, On les voit, quoi. le voice. qui est le cockpit voice recorder et D'accord. qui est donc cette boîte noire qui va enregistrer via le micro d'ambiance du cockpit et les micros casques des pilotes, va enregistrer tous les sons, tous les bruits, toutes les conversations dans le cockpit. Et du Et c'est là qu'intervient ton héros, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, alors, en me documentant, en fait, j'ai appris l'existence du BEA que je ne connaissais pas, en fait, quand il y a un crash, qui est l'instance qui est en charge, en fait, des accidents d'avion et qui doit déterminer les causes d'un crash pour, en fait, tenter de, non pas trancher, parce qu'il y a une... Il y a une enquête policière, une enquête judiciaire qui se crée en parallèle, mais là c'est simplement une enquête technique pour essayer d'apporter des réponses et surtout de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc c'est un retour d'expérience permanent pour améliorer la sécurité. Et donc c'est environ 150 enquêteurs qui sont, le BEA dépend de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ils ont le statut de fonctionnaire et c'est souvent, la plupart du temps, des ingénieurs hautement qualifiés. Et donc le personnage qu'incarne Pierre Ninet dans le film s'occupe, sa tâche c'est d'écouter et d'analyser des enregistreurs de vol. Et du coup, cette phase de documentation, cette phase de recherche, d'écriture donc, hein, Ouais. Pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus cinéma, est-ce que tu avais déjà à ce moment-là trouvé ton producteur, tu savais que cette recherche et tu savais que ce scénario allait déboucher sur un projet concret ou pas du tout? En tout cas, Est-ce que tu étais accompagné? au tout début, j'ai écrit un premier traitement, Ouais. un peu tout seul dans mon coin au D'accord. départ, avec un scénariste. Et ensuite, je l'ai redéveloppé à nouveau et j'avais presque Donc ça un s'est fait sur traitement plusieurs années. Ah, mais ça s'est fait de. Oui, j'ai commencé en fait à y réfléchir après mon premier film. En 2010-2011, après Captif, mon tout premier film. D'accord. Et voilà, mais ça a été long parce Comme que. le personnage principal, c'est limite de l'obsession. Non, je Oui, déconne, oui, je si, déconne, si. je Non, non, mais déconne. c'est vrai que c'est un sujet en tout cas Bah oui, qui bien sûr. m'interpelle, enfin qui Ouais. qui me fascinait. Bien sûr, je J'étais comprends. fasciné par ça. Et sans doute. On est il y loin a- de Captif quand même. Hein. Ah, complètement, mais il y a des moments d'angoisse quand même dans le film, il y a entendu, ça, des moments de Je cauchemar. parle pas enfin. de thématique, je parle vraiment de l'environnement. Bien justement, sûr, voilà. l'environnement est différent Ouais. totalement, mais donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, j'ai vraiment développé une fois que j'ai eu un traitement très très long de plus de 70 pages, enfin, qui a donné lieu à ce moment-là. Avec ce traitement-là, j'ai été voir les producteurs avec qui j'avais déjà travaillé. D'accord. Et Sur puis Captif. Non, Ouais, sur un homme idéal. un homme idéal, ouais, Après un d'accord, homme ok. idéal. Oui, parce que c'est là que j'ai repris à Oui, ce bien moment-là. sûr. Et puis là, en effet, tu t'affirmes. Je veux dire, Voilà. en tant que cinéaste, sur le marché, entre guillemets, tu as un homme idéal. Oui, le film avait marché, Voilà, donc ça m'avait permis d'avoir, voilà. de pouvoir Bien sûr, je comprends, ouais. montrer C'est mon normal. travail. Oui, bien sûr, voilà. Et donc. Et tu as été suivi? Enfin, genre, est-ce que, parce Ah que oui, c'est- tout de suite. C'est oui, parce oui. que c'est un sujet, Oui, parce que. mine de rien, qui sort de, comment on l'ordre. dit en anglais, out of blue, quoi. Ouais, De- ouais, tu vois, ouais. Mais c'est aussi c'est ça qui est génial, quoi. Ouais, c'est l'originalité. Encore une fois, C'est le ça. milieu, quoi, C'est ça. dont je parlais. Je trouve que, voilà, en tant que spectateur, quand vous rentrez dans un film qui vous décrit un milieu, les coulisses d'un monde qu'on ne connaît pas, je trouve que c'est payant. Je trouve au cinéma, c'est assez intéressant. Il y a eu un déclic vraiment dans l'écriture quand j'ai pu vraiment interviewer, rencontrer vraiment les experts du BEA, rentrer. J'y suis retourné, mais Oui, mais ça t'a permis justement Ah oui. à ce moment-là de concentrer ton scénario Complètement. et peut-être de l'épurer et d'y mettre peut-être, on va dire, les choses les qui plus fortes, essentielles, quoi. essentielles, Ouais, bien exactement. sûr. Oui, Et donc- puis j'ai vraiment proposé à ces enquêteurs que j'avais interviewés voilà, je leur ai demandé s'ils avaient le temps de relire le scénario Ah, c'est bien. pour qu'ils puissent me donner un avis sur toutes les choses techniques, si je ne m'étais pas trompé, etc. Et quand est-ce que Pierre Ninet intervient, enfin je veux dire, il intervient dans ta tête au niveau de l'écriture? Alors, Tu l'avais déjà dans... J'avais en tête Pierre Ninet, c'est la Ouais. première fois que j'écrivais avec un acteur en tête, ce qui est à double suite, en tranchant. fait, je présume, à ta Ah, collaboration avec un homme d'accord, sur un homme idéal, mais c'est un double tranchant parce que
parfois, si l'acteur vous dit non, après vous êtes un peu je tellement comprends. focalisé, donc c'est un peu dangereux. Ouais, je comprends. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est lui que j'avais vraiment en tête. Et vraiment, je lui fais lire à la toute fin, enfin, vraiment au bout de ces X années, que ça a duré assez longtemps. Tu le fais intervenir à la toute fin, quand j'ai vraiment une version que je juge, qu'on juge avec les producteurs. Ouais. En tout cas, montrable. Abouti, plus ou moins abouti quand même. Voilà, donc c'est vraiment quelques mois, un an avant le tournage, quoi, hein. Donc voilà. On a retravaillé des choses ensemble. Moi, j'aime bien reprendre des scènes avec les acteurs bien en amont, pour savoir si les dialogues leur conviennent, si on sent que... Parce qu'il y a quand même... Enfin, moi, il y a toujours un temps d'adaptation à un moment donné. Il faut vraiment leur tailler un costard sur mesure. D'autant plus que dans le film, c'est vraiment un film subjectif, hein. On épouse son point de vue en permanence, hein, tout au long du film. C'est vraiment un film à la première personne. On quitte très peu son point de vue. J'avais envie... On quitte son point de vue de temps en temps, justement pour insuffler le doute dans la tête du spectateur. Complètement. Donc ça, c'est vachement bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça l'idée aussi, qu'on soit un peu obligé à... Oui, qu'on s'identifie le plus possible à ce personnage, et puis qu'il y a un double mouvement, un deuxième mouvement où on se demande, mais est-ce que cet homme qui est tellement en quête de vérité, qui est tellement obsessionnel pour sortir la vérité, est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper, est-ce qu'il n'est pas en train de vriller et de devenir lui-même un complotiste? Bien sûr, ouais. Et ça, cette thématique-là, cette problématique-là, je la trouvais vraiment passionnante. Donc et assez moderne, assez pertinente avec l'époque d'aujourd'hui où on navigue, on est complètement navigué avec toutes les fake news. Voilà, ça, je trouvais ça intéressant. La différence entre la vérité et le faux aujourd'hui, elle est extrêmement ténue parfois. Ouais, donc, et je crois que là, c'est vraiment une thématique qui était importante dans le film. Et je m'en suis rendu compte en cours d'écriture. Et on a poussé les curseurs avec Pierre sur certaines scènes pour essayer que le personnage principal paraisse plus fragile et qu'on puisse vraiment douter le maximum sur lui. Mais en fait, globalement, je voulais qu'on doute de tous les personnages dans le film. Et est-ce que ce travail que tu as fait avec Pierre, tu as pu aussi le faire un peu avec Dussolier Alors, avec André, les choses étaient tout de suite plus... on a repris des dialogues ensemble. Il y a eu aussi... Mais peut-être qu'il est intervenu un peu plus tardivement. Oui, complètement, voilà, vers la ça. fin, Ouais, tout à fait. Normal, tout à fait, ouais. À chaque fois, on réécrit les scènes, mais je pense que on retravaille. Dès qu'il y avait... Moi, j'ai envie que les acteurs soient vraiment... Et puis, soit à l'aise avec le texte. Et en plus, vraiment, j'ai eu la chance que les retours de Pierre ou d'André, c'était des retours qui allaient, moi, dans le sens que je souhaitais poursuivre en fait, dans le film. C'était pas du tout, au contraire, j'abondais dans leur sens. Plus de doutes, plus de paranoïa. Voilà, c'est l'intérêt du film. Et ça devient même ludique, je pense, pour le spectateur à un moment donné, d'être très suspicieux à l'égard de tous les personnages dans le film, de plus savoir, même et surtout avec le personnage de Noémie, qui est interprété par Lou Delage, dans le couple. Ça, j'aimais bien cette idée que la paranoïa s'immisce aussi dans le couple, dans la vie intime du héros, quoi, et que lui-même doute de son épouse, de sa femme. C'est intéressant de se demander la personne qui est la plus proche de vous, votre compagnon, votre compagne, peut-être que elle mène un double jeu. Et donc c'est tout d'un coup se poser des questions rendait, je trouve, le spectateur hyperactif en fait. Ça donne des strates, on va dire, de la profondeur au film, et puis surtout je trouve que ça ajoute aussi à la caractérisation des personnages. Ouais, tout à fait. On essaie de faire le maximum de préparation en amont. Bien sûr, par rapport au temps qui est le nôtre en prépa et qui est souvent toujours très trop court. Bien entendu. Parce que voilà, mais je crois que moi, surtout dans un thriller où il y a un côté mécanique d'horlogerie, c'est pas tout à fait la même chose si c'était une chronique ou si le film jouait donc sur... en fait tu peux t'adapter en fonction de l'histoire que tu vas filmer. Oui, j'ai l'impression que pour ce type de film, il me semblait qu'il fallait être assez prêt, mais après justement moi je crois, et c'est pas contradictoire, c'est pas paradoxal, mais je pense que plus vous êtes préparé en amont, plus tu as répété les choses, moins elles sont figées au moment du tournage, plus tu sais ce que tu veux et tu es plus ouvert à l'éventuelle discussion. Mais oui, et même à changer complètement tes plans. Et je crois que c'est pas du tout contradictoire de dire ça, au contraire. Il y a un élément qui est quand même central, c'est le jeu des acteurs, des comédiens. C'est quand même le moment où vous allez filmer que tout se joue là. Donc, et vous pouvez trouver des variations, des couleurs différentes. Donc, moi, cette idée comme quoi, parce qu'on a répété avant, ça y est, tout est bloqué, je trouve que c'est pas vrai. Parce que dans la réalité,
tout va aussi, les acteurs maintenant ils savent qu'à ce moment-là où on va dire moteur, et se joue quelque chose qui n'est qu'à ce moment-là. Donc je pense pas qu'on est vidé. En tout cas, en plus, j'ai pas fait non plus 3 mois de répétition et tout ça. Enfin, il y a toujours des éléments qu'on n'a pas tout n'est pas préparé en amont. J'avais pas le temps, mais si je pouvais, c'est vrai que j'aimerais bien répéter le maximum de choses. Mais André Dussolier, je l'ai lu. Par exemple, il disait qu'il adorait travailler avec toi parce que en fait, tu donnais la possibilité de refaire les scènes et lui, il adore ça en fait. Hein. Et donc, du coup, de pouvoir imprimer quelque chose un peu plus là, de jouer là-dessus. Oui, et donc, du coup, oui, au moment du tournage, on se dit, après on passe à une autre scène, à un autre plan, donc on se dit, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc il y a toujours vous êtes bien trouvé. Voilà, mais chez Pierre aussi, c'est ça, c'est cette anxiété de se dire, est-ce qu'on a fait le tour de la scène ? Est-ce qu'on le prend par le bon angle ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre… et chercher des choses. C'est ça la difficulté dans un tournage, parce que vous êtes tellement pris par le temps. Voilà. Avec Nicolas Bouvet et Simon Mouteroux, les 2 scénaristes, on a écrit, enfin d'habitude on ne met pas d'indication technique dans un scénario, mais là, pour cette séquence d'ouverture, on se disait d'ouvrir le film sur ce plan séquence, c'est fondamental, parce qu'il y a pour plusieurs choses. D'abord, le plan séquence, ça donne il y a une idée de temps réel dans le plan séquence. Quand vous montez, vous n'avez pas cette idée, la même notion. Donc là, on a vraiment le sentiment que tout se joue en temps réel. Or, le timing dans le film, il a un rôle central, puisqu'à un moment donné, le personnage va découvrir qu'il y a une erreur, on n'est pas d'accord sur l'horaire exact du crash. Donc il y avait cette idée déjà de temps réel. Et puis aussi, le plan séquence donne l'impression que rien n'est triché, ce que vous voyez là se joue en temps réel. Et surtout, je crois que ça donne une très grande clarté, une très grande visibilité sur la géographie du décor, la localisation du décor et des personnes qui se trouvent dans ce décor. Et sachant que cette séquence-là, on va la revoir, parce que c'est juste avant le crash. Ça répond en écho au moment de l'enquête avec Pierre Ninet. Voilà, qui lui va essayer de se demander sur ce moment-là, il va tenter de se replonger lors de ce vol et de reconstituer, parce que lui, il n'a que des choses fragmentées, bien sûr. Et il va essayer de reconstituer un tout. Et donc on va revoir cette même séquence, mais sous différents angles. Tu penses au spectateur aussi en faisant ça ? Oui, ça me permet aussi, lui, de se resituer. Et que le puzzle se reconstitue. Et donc comme après, on est dans des séquences où on est découpé, où on voit les choses de manière plus fragmentée, je trouvais ça intéressant de dire au spectateur, en fait, si vous regardez bien, tout est là. Tous les éléments sont là. À vous de décrypter les choses. Le film, après, par la suite, va tenter d'apporter… dans quel sens exactement. Et donc, c'est une histoire de décryptage, en fait, des choses. Et ça me permettait aussi tout bêtement, encore une fois, dans un seul et même plan, de décrire où se trouvait très clairement la boîte noire et de la montrer. Quoi. Et de passer des pilotes à cette boîte noire, c'est quand même l'enjeu du film, de comprendre ce qui s'est passé dans ce cockpit. Rien n'est laissé au hasard. Voilà, ouais. Au départ, une autre actrice devait vraiment, j'avais pensé à une autre actrice au tout début, et je m'étais trompé vraiment de casting, et qui est partie parce que, je sais pas, elle n'y croyait pas, ou elle n'était pas à l'aise. J'ai jamais bien saisi pourquoi. Toujours est-il qu'elle nous a planté à une semaine du tournage. Et donc, du coup, moi j'ai pensé à Lou, en plus Pierre la connaissait, et c'est vrai que quand je l'ai vue, elle a répondu tout de suite, elle était vraiment tout de suite réactive. Et c'est vrai Lou, c'est une super actrice, mais elle a un physique extrêmement, enfin quand je l'ai vue, très juvénile, avec ses cheveux longs, elle est très très belle, mais j'avais l'impression de voir une étudiante qui sortait, elle donnait l'impression d'une étudiante qui sortait de la Sorbonne, quoi. Et donc on était tellement loin du personnage de Noémie que je voyais cette femme de pouvoir, un peu rigide, un peu froide, très professionnelle, très sharp, enfin qui doit l'être puisqu'elle est quand même, elle navigue dans un monde très un monde d'hommes, de course à la performance. Ouais. Et c'est là où on a eu cette idée de coupe de cheveux, c'est paraît tout bête, mais parfois au cinéma, l'habit fait le moine. Ah bah oui. Ça a été une porte d'entrée, je pense, ça a été un moyen pour elle de s'accaparer le personnage. De s'accaparer le personnage. Pas, ouais. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est une actrice qui est très talentueuse, comme Pierre, et tous les deux, je trouve, ils fonctionnent. Et André, c'est un peu la même famille de comédiens, c'est des gens, je crois, qui sont très techniques, de par sans doute leur formation et le fait qu'ils viennent du théâtre. Ça, c'est... Ouais. Donc, la contrainte, le côté se transformer, tout ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise en fait parfaitement. Donc, je pense qu'elle a dû être un peu anxieuse aussi d'arriver comme ça au dernier moment. Et puis, il y avait plein de termes techniques qui étaient compliqués, etc. Donc,
On a eu, je me souviens, une soirée, on est resté à traverser un peu le scénario, à essayer de voir toutes les... Et là, du coup, en fait, ce qui est l'intérêt quand on se retrouve un peu au pied du mur, c'est que Tu poses peut-être moins de on se pose moins de questions, il faut y aller, voilà, et donc on va très bien vite. sûr, bien sûr. Il faut aller. T'as moins le temps d'être anxieux, quoi, peut-être. Oui, voilà, il faut y aller. Ouais. Donc on se pose on essaie de voir tous les points du scénario qui pouvaient, qui n'étaient pas clairs, qui l'a gêné Ouais, ou pas, bien sûr, et mes intentions, voilà. Et c'est vrai que tout de suite, je pense que elle est un Stradivarius, quoi. Vraiment, et moi je suis très très heureux, vraiment. Je suis vraiment emballé par son interprétation dans le film. Ouais. Et j'aime l'idée que vraiment, elle ne ressemble, son allure dans le film n'a rien à voir avec le physique qu'elle a pu avoir dans ses précédents films. Ouais. Je trouve qu'on la reconnaît à peine. Enfin, c'est cette coupe de cheveux stricte et lisse qui lui donne ce côté très professionnel, blonde comme ça. Et comment dire, ses vêtements, son tailleur, tout ça lui donne comme ça une armure un peu. Et je trouve qu'elle porte la, comment dire ça, la deuxième couche du film, en ce sens qu'elle porte toute la partie intime de la vie du personnage de Pierre, c'est-à-dire le côté, il y a son obsession, son travail, sa quête de vérité absolue, mais d'un autre côté, il y a aussi toute la... arrête-moi si je me trompe, hein, mais il y a le côté... toute la problématique de son couple et puis même des questions qui peuvent se poser même au sein même de sa vie privée. Ouais. Et je trouve qu'elle porte ça avec beaucoup de force, quoi. Ouais, exactement. Ouais, elle l'incarne vraiment. Et puis elle est pas, pour moi, c'est un personnage qui est au départ secondaire, mais qui va jouer un rôle vraiment central dans le film. Et puis surtout, ce qui me plaisait, c'est que ça soit elle qui soit en position de force dès le départ dans le couple, en fait. Et puis c'est pas la femme d'eux. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui est extrêmement brillante, très intelligente. D'ailleurs, il y avait cette idée je lui avais demandé de parler le plus vite possible pour donner cette impression qu'elle a toujours un coup d'avance par rapport à son interlocuteur. Ouais. Et puis, c'est un vrai travail d'interprétation, quoi, du coup. Voilà. Et elle, pour moi, elle sortait de sa zone de confort. Voilà, exactement. Et elle incarne cette femme, dont le travail, quand même, c'est de certifier des avions. Donc c'est un boulot quand même. Et c'est pas la femme d'eux, c'est vraiment. Et lui, le personnage Mathieu Vasseur qui incarne Pierre, il est au début, lui, plus dans une situation de fragilité. Il a peur que sa femme lui échappe. Il est aussi en termes dans sa vie professionnelle, il se sent un peu bloqué parce qu'il a ses problèmes relationnels avec il est tellement pointilleux qu'il embête un peu tout le temps ses collègues. Enfin, il a un souci visiblement. Il est un peu autiste de relation, alors qu'elle est beaucoup plus. Elle sait comment naviguer dans tout ce qui est réseau. Donc, il y a quand le film commence, ce que j'aimais bien, c'est de montrer ce couple qui, en fait, il y a une sorte de déséquilibre. Et j'avais très envie de montrer un couple à travers le prisme du boulot, quoi, de l'ambition professionnelle. Ça, je trouvais que c'était très moderne. Évidemment, c'est une étape. Et puis le montage, on dit souvent c'est une réécriture, mais c'est une histoire de rythme. Enfin, le rythme d'un film, c'est tellement crucial. Et puis c'est vraiment très très agréable après le tournage, qui est une période quand même assez stressante, où tu es dans le rush, où tu réfléchis très peu. Là, tu es un peu à plus avec t'es dans toi-même, l'intuition, quoi. tu es dans un côté très viscéral d'intuition, je crois. Le montage, c'est beaucoup plus une étape de réflexion, tu as un peu plus de temps, ce qui est très agréable aussi. Bien sûr. Et aussi, je trouve que dans le cinéma, c'est l'étape qui est pour moi la plus cinéma, il me semble, qui n'appartient qu'au cinéma. Parce que l'écriture, l'écriture, on peut écrire des romans, on peut écrire des nouvelles, etc. Bien sûr. La réalisation, le moment du tournage, c'est à la fois, ça vient du théâtre, le jeu des comédiens, mais aussi la photographie, tout ça. Ça fait intervenir tellement de personnes aussi que... Évidemment, mais le montage... chef d'orchestre, quoi. Le montage, il n'y a aucun autre art qui l'utilise, c'est le cinéma. C'est là où on est dans la quintessence pour moi même de ce qu'est le cinéma. Et donc c'est une étape qui est passionnante, qui est géniale, qui peut parfois être... on passe par 50 000 états. Et puis ce qui est très très dur, c'est je crois qu'on l'a plus malheureusement, mais on ne peut plus être un spectateur vierge. C'est ça la grande difficulté, je crois. Oui, quand c'est pour ça que c'était un peu... C'est exactement ce que je voulais te dire. D'où l'importance d'avoir un regard un peu extérieur, quoi. Il ne s'agit pas de faire des projections tests comme on peut le faire aux États-Unis, mais parfois de montrer le film à des étapes différentes et avoir des retours, évidemment, c'est très important. Ouais. Et quand est-ce qu'intervient à ce moment-là Philippe Rombi? Alors, il intervient
au moment du précise montage, donc qui est le compositeur voilà, du film, voilà, ok. qui est vraiment un compositeur que j'admire énormément, j'aime énormément son travail, surtout chez François Ozon. Ça faisait longtemps que je voulais vraiment travailler avec lui, donc là, heureusement, il était disponible et partant, il avait vraiment aimé le scénario, donc j'étais vraiment très très enthousiaste. C'est toi qui très heureux. c'est toi qui allais le chercher. Oui, quoi. vraiment, ok. j'avais très envie ouais. qu'il fasse la musique du film, qu'il fasse le score. Et donc ça commence au moment du montage, quand on a déjà un peu commencé le montage. Donc c'est vraiment un work in progress au moment où parfois j'essaie de ne pas en mettre trop parce que c'est contraignant pour le compositeur, mais je mets parfois des theme tracks, des musiques qui sont temporaires. Pour m'aider parfois à monter des séquences et des choses comme ça pour trouver une atmosphère. Parce que je trouve qu'il y a un rythme, il me semble, moi, en tant que spectateur, qu'il y a un rythme dans ta mise en scène qui cale, enfin, je veux dire, qui est un rythme très musical, en fait. Je veux dire, il y a à la fois une horlogerie très précise, puis il y a d'autres moments beaucoup plus, avec un peu des envolées un peu lyriques, tu vois. Oui, complètement. Et je présume qu'un compositeur digne de ce nom le perçoit, ou bah, toi-même, oui, voilà. Oui, donc, lui, voilà. il a un rapport à l'image qui est tellement, évidemment, c'est son métier, tellement sensible là-dessus. Et donc il m'a envoyé des maquettes, j'ai été chez lui, il m'a fait écouter des choses. Enfin, c'était vraiment comme dans tout film, je pense, un retour, un back and forth entre les deux. Ouais, quoi. bien sûr, ouais. Dans le cinéma français, justement, quand même, il y a quand même une diversité, je trouve. Je suis d'accord, Et mais c'est notre elle est trop système. rare. Oui, mais c'est notre système quand même voilà, système, comment le cinéma. Alors après, c'est sûr qu'avec les plateformes, c'est en train de tout chambouler, la chronologie des médias, etc. Non, puis au-delà de ça aussi, je trouve que ça fait plus que la télé, c'est-à-dire que ça planifie, tu vois, je veux dire, ça indifférencie même encore plus les films. C'est-à-dire que on va trouver des propositions de cinéma d'un film à l'autre les mêmes. Tu vois, il n'y a pas vraiment de différenciation, quoi, tu vois, donc, alors qu'on aurait pu penser que via les plateformes, on aurait peut-être pu avoir un peu plus de prendre de risques, quoi, en fait, tu vois. Moi, je trouve que ton film, c'est tu ferais un vrai risque, je trouve, tu vois. Voilà. C'est vrai que moi, j'étais vraiment en ça. J'ai eu un rapport avec le distributeur, j'ai jamais connu ça, quoi. Peut-être un peu avec Mars Film sur Un homme idéal. Et Studio Canal, moi vraiment, j'ai été l'équipe est extra. Enfin vraiment, ils m'ont depuis le début, au moment où ils ont lu le scénario, vraiment ils ont. Oui, donc ils m'ont le soutenu. distributeur vous ont vu depuis le distributeur vous a vu dès l'écriture du scénario. Non, au moment où on avait donc un acteur, bien sûr. Pierre Ninet avait donné son accord, avait lu. Oui, parce que Pierre Ninet, ça donne une visibilité. Oui, de toute façon. c'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai que sur le scénario, ils ont compris tout à fait le film que je voulais faire. Le film d'enquête paranoïaque. Ils ont vraiment, ils m'ont soutenu, quoi, sur tous mes choix. Là-dessus, je les en remercie, quoi, parce que c'est pas forcément évident, quoi, comme tu dis. Et puis c'est vrai que le thriller n'est pas forcément un genre. Il y a un genre parfois en France un peu compliqué, quoi, qui est plus anglo-saxon. Bien sûr. Donc, et puis souvent qui déçoit en entrée. Oui, en entrée, voilà, tu vois ce qui explique que les distributeurs sont frileux, ne veulent pas y aller. C'est un cercle. Alors après, il y a aussi vicieux. le fait que soit le film est mal foutu, mal écrit, tout ça et tout. Oui, bien sûr, donc bien sûr. tout n'est pas à mettre sur le dos du spectateur ou du travail du distributeur. Non. On est d'accord. Et puis c'est vrai que vous vous retrouvez en concurrence avec des films anglo-saxons qui n'ont pas les mêmes budgets que vous quand même, et des séries qui sont en termes d'écriture, de réalisation, de tout, qui sont extraordinaires. Faut aussi le reconnaître. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc, mais en tout cas. Moi, je voulais me distinguer, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais en tout cas, je voulais vraiment faire un film de cinéma. Et il y avait une histoire que je voulais raconter, que j'ai tenté de créer plusieurs couches, c'est-à-dire à la fois de plonger dans un milieu, quoi, très spécifique, qui a été très mystérieux, que je trouve hyper cinégénique, et puis en même temps de faire un film de tension, un vrai thriller, un film d'enquête, mais avec cette idée d'expérience immersive et sensorielle. En plus d'un simple récit, il faut évidemment essayer de raconter le mieux possible son histoire, mais qui a un truc sur l'image, sur le son qui amène à quelque chose de plus immersif, et qui, pour moi, qui n'a d'intérêt que vraiment au cinéma, quoi, qui prend toute son ampleur, en tout cas au cinéma. Par exemple, on a mixé le film aussi en Dolby Atmos. Donc je ne sais pas combien de salles, je crois qu'il y en a très peu à Paris, par exemple, de salles Dolby Atmos, mais voilà, c'est aussi cette idée de donner quelque chose qui est de l'ordre du cinéma, du pur cinéma pour moi, ce côté immersif, quoi. Vous êtes allé trop loin. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires.